Audio Hub Preview. Bonjour, donc je suis très heureuse de vous présenter le professeur Kimi, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle et qui travaille sur l'impact des perturbateurs endocriniens sur la thyroïde. Comment les perturbateurs endocriniens interagissent avec la thyroïde. Bien, bonjour, merci de cette invitation et donc oui, c'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. Donc nous nous intéressons au muséum à regarder l'impact de l'environnement des produits chimiques sur les hormones thyroïdiennes qui sont conservées parmi l'ensemble des vertébrés. Nous avons les mêmes hormones que le tétard ou la souris. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des polluants chimiques qui peuvent interagir avec la thyroïde ou avec les hormones thyroïdiennes. Alors, avant de rentrer vraiment dans cette question et à répondre à cette question, ce qu'il faut voir, c'est qu'au cours des 20 dernières années, on a vraiment assisté à une révolution dans la compréhension et dans les connaissances que l'on pensait avoir sur les hormones thyroïdiennes. Tout d'abord, on pensait qu'il n'y avait pas de mutation des récepteurs aux hormones thyroïdiennes TR-alpha et TR-bêta, et en fait, on se rend compte qu'il y en a chez l'homme. On a des transporteurs membranaires qui permettent l'entrée des hormones dans la cellule. Donc, ces transporteurs, qui s'appellent MCT8 et OATP1C1, ont été décrits en 2004. Et donc, c'est quand même relativement récent. Avant, on pensait qu'on avait une diffusion facilitée de ces hormones dans les cellules. Et surtout, on s'est rendu compte que la grossesse, en fait, n'était pas du tout un moment où les hormones ne pouvaient pas entrer dans le compartiment fœtal parce parce qu'il y avait une grosse expression des iodases de type 3, on pensait qu'il fallait absolument avoir un développement fœtal qui était exempt de toute hormone thyroïdienne. On se rend compte que c'est pas tout à fait le cas. Il faut qu'il y ait des niveaux qui soient vraiment très précis, puisque l'expression de MCT8 et OATP, donc qui sont ces transporteurs membranaires spécifiques, est présente. Et puis aussi, on a le NIS, donc le sympore iodure sodium, qui va être présent dans le placenta. On a aussi découvert, et ça a été fait au sein de notre laboratoire, un rôle clé des hormones thyroïdiennes dans le contrôle de l'activité des cellules souches et surtout dans leur lignage. Si vous mettez de l'hormone thyroïdienne, donc de la T3, sur des cellules souches, elles vont plutôt se développer dans un lignage neuronal, tandis que si vous empêchez les hormones thyroïdiennes d'être sur ces cellules souches, eh bien, ça va plutôt aller vers un destin glial. Et puis, on a certains exemples, et je vais vous en donner un exemple tout de suite après. On a un exemple des besoins en hormones thyroïdiennes et en iode qui vont être complètement différents pendant la grossesse, donc pendant la petite enfance. Et là, donc, on a les articles de Tim Corriver et Deborah Levy qui ont montré ces statuts et l'importance que ça peut avoir sur le développement cognitif de l'enfant. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne devrait pas réviser un peu les recommandations? Est-ce à la lumière de ces nouveaux éléments, on a vraiment un contrôle rigoureux des taux maternels des hormones thyroïdiennes en début de grossesse? Et est-ce qu'on ne devrait pas justement ajouter aux recommandations peut-être un dosage au-delà de la TSH, montrer un peu T4 et T3 pour voir si on n'a pas aussi un problème de conversion? Et donc sur cette diapositive, vous pouvez voir les différents niveaux d'interaction entre des produits chimiques et le système thyroïdien, parce qu'en fait, on a bien autre chose que la thyroïde dans le système thyroïdien. Vous le savez bien, les hormones sont synthétisées au niveau de la glande. Donc chaque petit point jaune que vous voyez ici sont des niveaux d'interaction que peuvent avoir des produits chimiques avec le système thyroïdien. Donc là, vous voyez, ici, on a directement l'impact au niveau de la cellule avec la liaison au récepteur aux hormones thyroïdiennes et l'expression des gènes. On peut retenir que les perturbateurs ou les polluants peuvent interagir à tous les niveaux Oui, des cibles, de la synthèse, de la régulation et des cibles d'action. Tout à fait. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que on a une multitude de produits chimiques qui peuvent interagir avec le système thyroïdien.
donc l'axe thyroïdien en entier, et que ces produits chimiques peuvent être variés, hein. On a des exemples de perfluorés, on a des exemples de pesticides, donc qui peuvent agir soit avec l'incorporation de l'iode, soit avec la TPO, avec du OX. On a des enzymes qui vont empêcher le récepteur des hormones thyroïdiennes de se fixer correctement, même si c'est pas la majorité. On a beaucoup de produits chimiques qui vont empêcher les enzymes type désiodase de faire leurs actions, soit de désiodation de T4 en T3 ou de T3 en T2. Et puis, vous avez d'autres produits qui vont empêcher la distribution au niveau sanguin, d'autres produits qui vont empêcher l'entrée en fait de l'hormone thyroïdienne dans la cellule via les transporteurs MCT8 ou ATP. Donc, par exemple, vous avez la génistéine, hein, qui est plutôt connue comme un œstrogène qui va empêcher le transport. Vous avez les polybromés, hein, qui vont empêcher l'action des enzymes type des iodase. Vous avez aussi le tétrabromobisphénol A qui est un retardateur de flamme qui est utilisé dans tout ce qui est carte mère, qui va empêcher qui va se lier à la transthyrétine, donc ça va empêcher artificiellement la T4 de se fixer à cette transthyrétine. Donc voilà, on a plein d'exemples qui montrent différents niveaux d'interaction. Et pour information, la réévaluation des pesticides par l'EFSA depuis 2018. Donc, il y a à peu près 80 pesticides qui ont été réévalués pour les modalités œstrogènes, androgènes, thyroïdes ou stéroïdes non sexuels. Eh bien, il y a 10 produits sur ces 80 qui ont été identifiés comme perturbateurs endocriniens. Et sur ces 10 produits, 7 étaient des perturbateurs de l'axe thyroïdien. Donc, il ne faut pas considérer que c'est quelque chose de minime. On a vraiment un impact qui est global et un impact qui est très important. Il y avait l'ancien directeur de l'Institut de la santé américaine qui avait dit que la modalité thyroïdienne était une des modalités qui allait être la plus touchée par les produits chimiques, parce qu'on n'a pas de gène des hormones thyroïdiennes, et la biosynthèse, tout ce qui est transport, et surtout le fait que les récepteurs finalement sont une clé qui n'est pas vraiment la cible privilégiée, eh bien tout ça fait qu'on a une modification qui est peut-être plus à même d'avoir des répercussions sur la physiologie de l'individu. Donc c'est vraiment l'enchaînement, hein, qui était OK. Donc il y a tout ce système thyroïdien, l'impact potentiel des polluants, mais moi je voulais aller effectivement plus loin. Est-ce qu'en clinique, est-ce que sur nos patientes, est-ce que sur la descendance des patientes enceintes, on a des preuves un peu evidence-based ou des preuves de l'impact des PE sur la fonction thyroïdienne? Alors ça, c'est une très bonne question. On a des preuves qui vont être, la plupart du temps, ce sont des preuves indirectes, c'est-à-dire qu'on va avoir une exposition à certains produits chimiques, donc avec un dosage de ces produits. On va avoir une modification des effets au niveau hormones thyroïdiennes circulantes, et on peut avoir des effets donc cognitifs la plupart du temps. Juste pour vous montrer les effets de modification des hormones thyroïdiennes pendant la grossesse. Donc là, où on sait que selon la théorie du DOHAD, hein, donc l'origine développementale de la santé et des maladies, on a en fait beaucoup de choses qui vont se jouer finalement pendant ces 9 mois. Eh bien, pour les hormones thyroïdiennes, c'est le cas aussi. On a quelques exemples. Donc là, je vous ai mis des références sur des faibles niveaux de thyroxine pendant le premier trimestre, qui va être chez la mère, qui va être associé avec un développement psychomoteur altéré chez l'enfant. On a aussi une hypothyroxinémie pendant le premier trimestre qui est corrélée avec un temps de réaction altéré. C'est les travaux de Finken. Et puis, l'article de Tim Corriver dont je vous parlais tout à l'heure, où on montrait qu'une hypo comme une hyperthyroxinémie pendant la grossesse sont associées avec des modifications de QI. Donc là, je vous le mets ici, hein. C'est donc le graphe de gauche. Vous voyez le QI de l'enfant entre 6 et 8 ans, et puis les niveaux de thyroxine libres de la mère c'était à 18 semaines.
Et donc, vous voyez que si vous avez entre 12 et 20 picomoles par litre, vous avez une variabilité qui est beaucoup plus faible et une chance, en tout cas, un QI pour l'enfant qui va être au-dessus de 100 avec une faible variabilité. Quand on s'écarte un petit peu de ces lignes-là, eh bien, on va avoir un QI qui va être légèrement plus bas, hein, même si ce ne sont que quelques points, mais aussi une variabilité plus importante. Alors, il n'y a pas que ce paramètre des hormones thyroïdiennes, parce que c'est ce que montre le graphe de droite, c'est que vous pouvez avoir des enfants avec un QI inférieur à 85, dont la maman avait entre 12 et 20. Mais ce que vous pouvez voir encore une fois, c'est que quand on s'éloigne de ces 12 et 20 picomoles, alors qu'on est tout à fait dans quelque chose de non pathologique, eh bien, encore une fois, on va avoir plus d'enfants qui risquent d'avoir ce QI inférieur, et donc on a une courbe inversée. Et donc, la question, c'est de savoir, là, on parle d'hormones, mais est-ce qu'on a des produits chimiques qui impactent directement la signalisation des hormones thyroïdiennes, ou est-ce qu'on a même des associations qui sont faites entre une exposition à des produits, des effets cognitifs, des effets sur la thyroïde? Parfait, Alors, c'était la question que j'allais poser en disant, OK, là, c'est sur les hormones thyroïdiennes, mais où est-ce qu'on met les polluants? mais tout à fait. Donc, les Mm, polluants, ce sont plutôt des effets indirects, mais on a beaucoup de polluants qui sont associés avec une modification des niveaux thyroïdiens, des niveaux circulants. Donc, si on regarde au niveau cellulaire, on a quelques exemples, hein, vraiment des choses qui sont vraiment connues pour être hormones thyroïdiennes dépendantes. Par exemple, vous mettez des cellules de Purkinje et vous regardez en mettant de la T4, il y a une arborisation qui vont se faire au niveau dendritique. On a une superbe arborisation. Si vous mettez vous empêchez l'hormone thyroïdienne, donc un inhibiteur, vous empêchez cette arborisation. Si vous mettez des PCB, vous avez exactement la même inhibition. Vous pouvez regarder chez la souris, entre E0, donc le jour embryonnaire 0 jusqu'au 14,5, eh bien, on met des niveaux qui sont relativement faibles, 20 microgrammes par kilo et par jour, eh bien, on a une altération de la migration neuronale. Des pesticides organophosphorés, comme le chlorpyrifos, ça va diminuer la différenciation neuronale et la formation de synapses au niveau de l'hippocampe. Si on regarde un peu plus global, donc des études vivo ou d'épidémiologie, les travaux de Stewart avaient montré dans les années 80 10, pardon, que la pollution au PCB dans les Grands Lacs au Canada avait engendrer en fait une pollution qui était différentielle, et les femmes qui étaient les plus exposées à ces PCB avaient des niveaux de T4 qui étaient plus faibles et avaient en moyenne des enfants qui avaient un QI qui était plus bas. Donc là, on a les trois niveaux dans ces études-là, hein, exposition à des PCB, diminution de la T4 maternelle, et comme elles étaient enceintes, on regarde le QI de l'enfant et on voit que le QI en moyenne entre 3 et 5 points plus bas que la population générale. On expose des fœtus du BPA, et donc ça, c'est plutôt chez les rongeurs. On voit qu'on a une altération de la mémoire, du comportement, et on sait que chez l'enfant, c'est aussi une capacité d'apprentissage, donc chez l'homme, qui va être altérée. De nouveau, chlorpyrifos, exposition, on va dire, prénatale dans les orangeraies en Floride, et on voit qu'il y a des anomalies neurologiques, un risque accru de troubles du spectre autistique. Les polybromés, donc les polybromés qui sont les choses qui ont remplacé les PCB, et donc qui sont utilisés comme tout ce qui est isolant, retardateur de flamme, et l'exposition à ces PBDE qui sont très persistants aussi, va induire une perte de QI. Il y a une corrélation qui est faite avec des troubles du spectre autistique. Et puis, une étude à laquelle moi j'avais participé, c'est un mélange de 8 produits chimiques. Donc là, on avait des perfluorés, du bisphénol et des phtalates. Et bien, ce mélange de 8 produits avait été identifié chez les femmes enceintes, et dont les enfants avaient un nombre de mots. Les enfants étaient capables de dire moins de 50 mots à l'âge de 2 ans, ce qui est considéré comme un retard de langage. Et donc, chez les mères de ces enfants, on a identifié 8 produits qui étaient surreprésentés. Ces 8 produits-là ont été testés en laboratoire pour savoir si on avait un impact sur les hormones. Et donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que les hormones thyroïdiennes, mais pas que, on avait aussi d'autres types d'hormones, mais les hormones thyroïdiennes étaient très impactées, et bien, étaient altérées en fait par ce mélange. Donc là, on a vraiment quelque chose où on avait une étude translationnelle, où on montre qu'un mélange de produits chimiques qui est identifié chez l'homme avec un effet néfaste chez l'enfant, en laboratoire, a des effets au niveau des hormones thyroïdiennes.
Ouais, c'est vrai qu'avec toutes ces données, je me posais la question de savoir si on devrait évaluer l'exposition de nos patientes, enfin, l'exposition aux perturbateurs endocriniens de nos patientes en dysthyroïdie. Alors, c'était femme enceinte ou pas femme enceinte d'ailleurs, c'était une question plus large. Alors ça, c'est une très bonne question. Et j'ai envie de vous dire que je suis pas convaincu du fait qu'il faille doser systématiquement parce que doser, ça peut être anxiogène. On va avoir plein de produits chimiques parce qu'il faut savoir qu'on va en doser. En fait, si on cherche quelque chose, on va quasiment le trouver. On est exposé à des centaines de molécules, on va avoir des traces de centaines de molécules, mais les molécules qui sont vraiment actives sur notre système thyroïdien, on ne les connaît pas forcément. Si vous prenez une mère, elle va avoir une charge chimique qui va dépendre un peu de son âge, de son poids, si elle est au régime ou pas. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a une différence entre produits aussi persistants, non persistants, les produits qui ont remplacé, par exemple, là, en ce moment, vous doseriez des phénols, vous trouveriez plus de bisphénol F ou S, puisqu'on a remplacé le bisphénol A par ces deux produits-là. Tout ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un impact. Par contre, on va montrer quelque chose qui n'est pas forcément connu, qui est ouh là là, j'ai plein de produits chimiques. Alors ça peut être un déclic pour essayer de moins être exposé et du coup diminuer le risque d'avoir de potentielles maladies, mais c'est pas forcément lié à la thyroïde. Donc oui, mais parce que en plus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on continue avec cette histoire d'origine développementale de la maladie et de la santé, c'est que l'exposition, finalement, le moment d'exposition aux produits chimiques est le moment où on va avoir ce point de rupture qui peut avoir des conséquences bien plus tard dans la vie. Bon, en fait, il est souvent éloigné du moment où on voit les symptômes. Donc, doser pour finalement peut-être si on a une hypothèse de départ en se disant ah mais je pense que vu votre niveau et ce que vous faites dans la vie, on va regarder si vous n'avez pas des niveaux de ce produit-là. Voilà, si on a vraiment une hypothèse à la base, pourquoi pas. Mais sinon, je pense qu'il vaut mieux doser les hormones thyroïdiennes parce que ça va être vraiment révélateur. Peut-être faire une écho, regarder. Bien sûr, on peut pas faire des biopsies chez l'homme de la thyroïde ou du cerveau, mais de regarder. Ouais, les niveaux circulants, de faire un bilan enzymatique, donc des iodases, de regarder les anticorps, voilà, ce genre de choses, oui, c'est-à-dire faire un bilan un peu plus complet, mais voilà, je dirais pas qu'il faut pas doser les produits parce que c'est important, mais il faut savoir quel produit viser en fonction peut-être d'un questionnaire qui aurait été donné à un patient. On n'a pas en pratique, en pratique Ouais, clinique. ça paraît compliqué. Ok. Il y a par contre, ce qui peut être fait, et là, il y a un intérêt peut-être, c'est vous êtes en train de mettre en place un système de soins, et donc ce que vous pouvez faire, c'est faire un état au temps zéro, donc faire un dosage au temps zéro, et de regarder si toutes vos recommandations ou ce que vous êtes en train de mettre en place, vous voyez un rétablissement, par exemple, si vous étiez en hypothyroxinémie, avoir des niveaux normaux de T4 et en fait vous pouvez peut-être aussi corréler avec certains produits chimiques qui ont disparu. Ça peut être intéressant parce que vous avez directement une corrélation qui peut se faire et puis le bénéfice de vos pratiques cliniques. C'est une suggestion. Non, bien sûr. Audio Hub Preview.